Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le 7e chapitre du livre d'Elisabeth Kübler-Ross qui est Accueillir la mort. Le 7e chapitre s'intitule Les problèmes de la famille suite à la mort d'un parent. Comment aider une mère qui ne s'est jamais résolue à parler à son enfant mourant et qui, rétrospectivement, se torture à la pensée de ce qu'elle aurait dû faire? Je crois que tous ceux qui parmi nous ont perdu un être cher traversent des moments où ils se torturent en se demandant s'ils n'auraient pas pu mieux faire. Dans notre société, il est extrêmement rare qu'une mère soit à l'aise pour parler de la mort à son enfant mourant. Je pense qu'il faut le lui faire comprendre et se montrer disponible lorsqu'elle voudra aborder le sujet. Si elle traverse un processus de chagrin exagérément long, assorti d'un sentiment accru de culpabilité et d'autoflagellation, c'est qu'elle a sans doute besoin de l'aide d'un professionnel. J'aimerais poser une question sur le comportement à adopter face à une famille après la mort d'un homme d'un certain âge qui a disparu suite à une longue hospitalisation pour anémie. Cette famille est restée assise avec lui toute la nuit dans un petit hôpital de campagne. Il est mort à 4h30 du matin. On a autorisé son épouse à rester encore un peu jusqu'à ce que son fils l'emmène. Le personnel infirmier a commencé à le laver et à le préparer selon la procédure des soins normaux à apporter au corps après la mort. On l'a enveloppé dans un drap et emporté à la morgue, en l'occurrence un petit vestiaire où l'on range une civière destinée aux urgences. L'épouse est revenue à 6h45 et a demandé à revoir le corps. On lui a refusé la permission en invoquant l'état du défunt. Doit-on lui accorder ce privilège? Doit-on défaire ce qu'on a fait et ramener le corps à la chambre? Je pense qu'il est important de laisser aux proches suffisamment de temps pour rester avec leurs parents décédés. Lorsqu'ils s'apprêtent à partir, vous pouvez leur demander s'ils comptent revenir un peu plus tard. Leur expliquer que ce qui va se passer, leur proposer de rester quelques instants de plus ou, s'ils le souhaitent, de repasser. Ils sauront ainsi que le corps a été préparé. Si c'est absolument indispensable, vous pouvez demander à un garçon de salle de défaire ce qui a été fait pour que la famille puisse affronter l'événement. Si vos relations avec l'ordonnateur de pompes funèbres sont cordiales, vous pouvez lui demander de parler aux proches et de les inviter à venir au funérarium lorsque toutes les formalités nécessaires y auront été accomplies. Un professionnel de l'accompagnement doit-il montrer ses émotions à la mort d'un patient? Je me demande ce qui pourrait nous en empêcher. À partir de quand le chagrin prend-il une dimension pathologique? J'essaye d'aider une femme à qui son médecin de famille a dit de tourner la page, mais qui se sent tellement coupable qu'elle pense avoir besoin d'un psychiatre. Elle s'est disputée avec son mari qui est mort subitement. Elle est donc très déprimée. Elle m'a choisie comme confidente, mais je ne peux contredire son médecin car je ne suis qu'une infirmière et une voisine. J'aimerais revenir sur votre dernière phrase avant de vous répondre. Vous avez dit « Je ne suis qu'une infirmière et une voisine ». Je ne vois pas pourquoi les infirmières et les voisines, en l'occurrence, devraient se sous-estimer. J'ai vu davantage de malades aidés par des infirmières que par des médecins ou qui que ce soit d'autre. Si les infirmières et les ecclésiastiques n'avaient pas été là, je ne sais pas ce qu'il serait advenu de mes centaines de patients. Une infirmière qui éprouve de l'empathie, qui est visiblement touchée par cette femme, peut sans doute mieux l'aider que le médecin qui lui conseille stupidement de tourner la page. Si sa culpabilité reste intacte au point de l'en empêcher, c'est qu'elle a sans doute besoin des conseils d'un professionnel afin d'extirper l'idée qu'elle a tué son mari. Dans l'intervalle, c'est vous qui pouvez être là, vous qui pouvez la laisser s'extérioriser et parler.
vous l'aiderez certainement beaucoup plus que celui qui se contentera de lui conseiller de reposer le couvercle sur la marmite. Dites-vous la vérité lorsque les proches d'un malade vous demandent « Est-il mort en paix? A-t-il prononcé mon nom avant de mourir ?» Je ne leur dis pas que le patient a prononcé un nom s'il ne l'a pas fait. S'ils s'inquiètent de la douleur et si le malade a réellement souffert, je leur dis oui, il a souffert, mais nous avons fait de notre mieux pour lui assurer le meilleur confort, à condition que ce soit le cas. Il ne faut pas mentir aux proches car ils sentent qu'on leur raconte des histoires et ils se montreront plus bouleversés s'ils imaginent que les choses ont été pires qu'en réalité. Des enfants refusent d'admettre que leur mère cancéreuse soit mourante. Que faire pour les aider lorsqu'elle aura disparu? Comment faire en sorte qu'ils puissent aborder le sujet s'il aurait toujours difficile d'en parler? Il faut parfois des mois ou un an avant que la famille puisse aborder le sujet. Tout ce que vous puissiez faire, c'est leur signifier que vous serez joignable et disponible lorsqu'ils seront prêts à en parler et qu'ils pourront s'adresser à vous lorsqu'ils seront prêts à partager cette affaire non réglée avec un ami. Avant la mort d'un parent, sa famille n'a pas traversé toutes les phases du mourir décrites dans les derniers instants de la vie. Comment gérer cette situation après la mort? Comment faire en sorte qu'elle y parvienne? La famille doit traverser toutes les phases dans un second temps après la mort. Un membre d'une profession d'accompagnement doit-il exprimer son émotion et la mort d'un malade? Avez-vous souvent pleuré quand vous avez commencé à travailler dans ce domaine? Je pleure encore souvent. Une femme a promis à son mari quelques jours avant sa mort qu'elle serait à ses côtés en temps voulu. Elle n'a pas été là le moment venu. Aujourd'hui, elle se sent coupable et regrette d'avoir fait cette promesse. Comment peut-elle s'en sortir? Vous devez vous asseoir à côté d'elle et l'écouter exprimer sa culpabilité quant au fait d'avoir manqué à sa promesse. Tous, nous avons promis à un malade que nous serions avec lui le moment venu et nous avons passé le week-end en famille pour apprendre le lundi matin que ce malade était mort. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est un parent proche du défunt. Je crois qu'il faut savoir faire comprendre à ces gens qu'ils sont des êtres humains et non des surhommes. La prochaine fois, peut-être serons-nous plus prudents et dirons-nous « j'essaierai d'être avec vous ». Pourriez-vous développer ce qu'il convient de faire ou de dire lorsqu'on a affaire à la famille ou à l'ami d'une personne mourante ou déjà morte? On a l'impression que chacun cherche une raison à cette mort. Pourquoi est-ce indispensable? Je ne crois pas indispensable de justifier la mort. Quel que soit le cas de figure, nous n'en connaissons pas la raison. Il est extrêmement difficile de la considérer comme un événement juste et nécessaire, surtout lorsque nous affrontons celle d'un enfant ou d'un jeune. Selon moi, ce phénomène procède de notre besoin de rationaliser et de donner un sens à la mort, d'un être cher pour masquer notre manque de préparation et notre difficulté à parler à une famille endeuillée. C'est pour la consoler que nous tentons de trouver une explication précise à la mort. Il me semble que pour vous, la meilleure forme de consolation consisterait à tenir la main d'un membre de la famille dans la vôtre et à lui faire sincèrement partager vos sentiments. Si vous n'abandonnez pas la famille affligée, si vous continuez à aller la voir, même après le départ des parents et des amis, je pense que vous pourrez lui exprimer vos vrais sentiments et l'aider à dépasser le processus du chagrin. Si le patient et ses proches parviennent à accepter la mort avant qu'elle ne survienne, la famille vit-elle le deuil après coup? Il y aura toujours un chagrin et un deuil, mais pas de travail du chagrin. Il y aura donc ni remords, ni « ah mon Dieu, si j'avais fait ceci ou cela », ni culpabilité. Oui, je pense que c'est possible. Alors, je vais lire la question juste avant.
J'aimerais savoir ce que vous pensez du chagrin. Est-il possible ou normal d'éprouver du chagrin suite à la mort récente d'un époux aimé, assez âgé et disparu après une très longue maladie alors qu'il ne vous manque pas vraiment? Oui, je pense que c'est possible. À mon sens, une femme qui s'est occupée de son mari pendant une longue maladie a pu traverser le chagrin préparatoire et peut encore éprouver de la tristesse face à sa mort sans qu'il lui manque nécessairement. À l'issue d'une longue période de maladie et de souffrance, le sentiment de perte s'accompagne d'un grand soulagement. Peut-on faire quelque chose pour aider une enfant qui souhaite se rendre souvent au cimetière après la mort de son père? Oui, je crois que je la conduirais au cimetière sans chercher à la décourager. Je m'inquiète bien plus pour les parents qui évitent les cimetières et les discussions au sujet du mort que pour ceux qui affrontent la réalité et se rendent au cimetière pour vivre leur chagrin. Le processus de chagrin anticipatoire ou préparatoire est-il identique à celui du chagrin qui suit une mort non précédée d'un chagrin anticipatoire? Oui, à cette différence près que le chagrin anticipatoire présente un avantage. On peut toujours parler aux patients en phase terminale et éventuellement régler les affaires courantes, ce qui est impossible après la mort. D'ordinaire, le chagrin postérieur à une disparition est plus long si celle-ci n'a pas été précédée d'un chagrin anticipatoire, comme lors d'une mort subite et inopinée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour évoquer le 8e chapitre dont le titre s'intitule Les obsèques. Merci à vous, à bientôt.